Pour faire une blague lors de la fête de l'entreprise, j'ai utilisé le téléphone de mon patron, afin d'appeler ma femme sur haut-parleur. Elle a répondu dès la première sonnerie, d'une voix intime que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Toute la table a cessé de rire, bien avant sa deuxième phrase. Elle n'était clairement pas prête pour cette surprise. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Estabon. Pour que vous compreniez l'ampleur de ce qui m'est arrivé, vous devez savoir qui j'étais, juste avant de décrocher ce téléphone portable. Je travaille pour la même entreprise de logistique, depuis 15 ans. J'ai commencé par charger des cartons dans l'entrepôt, avec les mains gercées, et le dos brûlé par le soleil. Et j'ai lentement gravi les échelons, en étant le premier arrivé et le dernier parti, jusqu'à devenir le coordinateur des opérations. Je connais chaque itinéraire, chaque fournisseur, et chaque camion de cette entreprise, comme s'il m'appartenait. Les chauffeurs me saluent par mon prénom. Les gars de l'entrepôt viennent me voir, quand ils ont un problème à la maison. Je n'ai jamais été un homme brillant. Je suis un homme constant. L'un de ceux qui croient encore que le travail honnête finit, tôt ou tard, par payer. Et j'étais avec Patricia depuis 20 ans. Je l'ai rencontrée lorsqu'elle travaillait dans un magasin de vêtements, et que je gagnais à peine de quoi lui offrir un café au coin de la rue. Nous avons tout construit à partir de zéro. La maison, la voiture, et ce compte d'épargne que nous avons ouvert avec 300 €, et qui, après 2 décennies, contenait la seule chose sérieuse que nous avions dans la vie. Nous n'avons pas eu d'enfants pendant des années. Il y avait une blessure entre nous, et je croyais sincèrement, que nous l'avions refermée ensemble. Je pensais que cette absence nous avait liés plus étroitement, au lieu de nous séparer. C'était elle et moi, contre le reste du monde. C'est ce que je me disais, chaque fois que je la voyais dormir à mes côtés. Patricia a arrêté de travailler il y a 8 ans. Je le lui ai proposé, avec une fierté d'homme. Je lui ai dit, tu n'as plus besoin de supporter des clients impolis. Je peux gérer les dépenses. Consacre-toi à ce qui te rend heureuse. Et elle s'est consacrée à la maison, à ses cours de sport, à ses amis, et à son téléphone portable. À son téléphone portable. J'y repense aujourd'hui, et mes oreilles en brûlent. Au cours des 2 dernières années, Patricia vivait avec son téléphone collé à la main. Elle l'emmenait aux toilettes. Elle le posait face vers le bas sur la table, chaque fois que j'entrais dans la cuisine. Elle le chargeait la nuit, avec le volume en silencieux, et l'écran tourné vers le mur. Je voyais tout cela, sans rien remarquer. Je me disais que nous étions tous comme ça, de nos jours. Après tout, je vérifie aussi le mien en permanence. Quand je lui demandais avec qui elle parlait tant, elle me répondait sans lever les yeux. Avec Arizeli, mon amour, qui a encore des problèmes avec son mari, et je la croyais. Arizeli était sa meilleure amie depuis des années, et elle était toujours impliquée dans un drame quelconque. Elle était l'alibi parfait. Tellement parfait, que je ne l'ai jamais remis en question. Il y avait d'autres signes. Patricia a commencé à trop s'apprêter, juste pour aller faire des courses d'1 heure. Elle achetait de nouveaux vêtements, que je ne la voyais jamais porter à la maison. Elle a changé de parfum, et un soir, pendant le dîner, elle m'a posé une question, qui m'a semblé innocente sur le moment. « Estabon, as-tu déjà pensé à ce que tu ferais, si un jour, tout changeait soudainement ?» J'ai ri, et je lui ai dit qu'à notre âge, rien ne change soudainement. Elle a souri en regardant son assiette, et ne m'a pas répondu. J'ai compris ce sourire, des mois plus tard. Quand je l'ai compris, mon sang n'a fait qu'un tour. Car j'ai réalisé qu'à cet instant précis, elle savait déjà exactement comment tout allait basculer. Elle connaissait déjà la date, et puis, il y avait ce problème avec mon travail. Cette année-là, j'attendais la promotion au poste de directeur logistique, pour la 3e fois. C'était ma position naturelle. Tout le monde dans l'entreprise le savait. Mon département affichait les meilleurs résultats de la société. J'avais réduit les coûts de la flotte de près de 20%. Les gros clients demandaient à me parler, lorsqu'il y avait un souci. Mais cette promotion dépendait d'une seule signature, celle de mon supérieur direct, Hector. Et pour la 3e fois, elle a été gelée, sans la moindre explication. Hector m'a convoqué dans son bureau, a posé sa main sur mon épaule, et m'a dit avec ce sourire aux dents ultra blanches, « Estabon, ça n'a pas pu se faire cette année non plus. Ils veulent t'attendre, là-haut, mais ne t'inquiète pas, ton heure viendra. » J'ai quitté ce bureau en ravalant ma colère,
persuadé que c'était un coup de malchance. Ce n'était pas de la malchance. C'était un plan. Cette augmentation représentait presque 8 000 € de plus par an. Et il y avait quelqu'un de très intéressé, à ce que je ne la touche jamais, mais je l'ignorais encore. Hector était le directeur commercial, depuis 5 ans. Il avait 44 ans, soit 4 ans de moins que moi. Et il était toujours impeccable. L'un de ces hommes qui parlent fort pendant les réunions, et qui rient de leurs propres blagues, bien avant les autres. Il me traitait avec une cordialité étrange, presque excessive, comme quelqu'un qui caresse la tête d'un chien, juste avant de l'abandonner sur l'autoroute. Il posait trop souvent des questions sur Patricia. « Comment va ta femme, est-ce bon ? Dis bonjour à ta femme de ma part, est-ce bon ? » Et je prenais cela pour de la politesse. Il y a des détails que l'on ne parvient à voir, que lorsqu'il est déjà trop tard. La fête en question était celle de fin d'année, organisée dans une salle que l'entreprise louait chaque mois de décembre. Patricia ne voulait pas y aller, et ça aussi c'était nouveau, car elle adorait ces soirées, autrefois. Elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête, que je devais y aller seule, et bien m'amuser. Elle a repassé ma chemise, a ajusté mon col de ses 2 mains, et m'a raccompagné jusqu'à la porte, avec un bref baiser. Je lui ai dit, je vais rentrer tard. Ne m'attends pas. Elle a répondu, ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais me coucher tôt. Retenez bien cette phrase, je vais me coucher tôt. Je me suis assis avec les gars des opérations. Moise, qui travaille avec moi depuis 10 ans, et qui est ce qui se rapproche le plus d'un frère pour moi. Et Alio, un petit jeune du service informatique, qui connaît tous les potins de l'entreprise. À la table d'à côté se trouvait Hector, entouré de managers, un verre à la main, en train de raconter des histoires. À un moment donné, il a été appelé pour prendre des photos avec les directeurs, et il a laissé son téléphone portable sur la nappe, juste à côté de sa veste. Moi Harry. Regardez ça. Hector sans son portable. C'est un miracle de fin d'année. Il ne lâche jamais ce truc, pas même pour dormir. Alio a ajouté, il doit y cacher des secrets d'État. Et c'est là que j'ai eu l'idée de la blague. La blague qui a détruit ma vie, tout en la sauvant. Les deux choses, dans la même minute. J'ai tendu le bras, j'ai pris le téléphone, et je leur ai dit, regardez, je vais appeler Patricia d'ici. Un numéro inconnu, à cette heure-ci. Elle va paniquer, et demain, on en rira tous ensemble. Moi s'est plié en deux de rire. Emilio n'arrêtait pas de répéter, mets-le sur haut-parleur. Mets-le sur haut-parleur. L'écran ne m'a même pas demandé de code, pour composer le numéro. J'ai tapé le numéro de ma femme, celui que je connais par cœur depuis 20 ans, et j'ai posé l'appareil sur la table, avec le haut-parleur activé. Il n'a sonné qu'une seule fois, et la voix de Patricia est sortie de ce téléphone. Claire, douce, impatiente, devant cette personne. Tu me manquais déjà, mon amour. L'imbécile est enfin allé à sa petite fête. Plus personne ne respirait. Moise a laissé son verre suspendu en l'air. Emilio a fixé la nappe. Et avant que je ne puisse raccrocher, avant même que ma main ne puisse réagir, elle a prononcé la deuxième phrase. Celle qui a tout changé. Celle qui m'a fait comprendre que ce n'était pas une simple liaison. J'ai préparé les papiers de la banque. Quand son licenciement tombera, il n'aura plus rien pour se défendre. C'était ça, la deuxième phrase. Et à cet instant précis, j'ai compris que ce que j'entendais, n'était pas une simple infidélité. C'était une condamnation. Quelqu'un avait écrit la fin de ma vie, sans même me consulter, et j'arrivais en retard à mon propre procès. Ma main a bougé toute seule. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone portable face vers le bas sur la nappe, exactement dans la position où je l'avais trouvé. Et j'ai fixé mes doigts, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Le bruit de la fête est revenu d'un seul coup. La musique, les rires des autres tables, quelqu'un qui criait pour porter un toast, au fond de la salle. Mais à notre table, il régnait un silence de mort. Moise a été le premier à parler, très doucement, en bougeant à peine les lèvres. Est-ce bon, sortons d'ici. Et puis, il s'est passé quelque chose, que je n'arrive toujours pas à expliquer complètement aujourd'hui. J'aurais dû crier. J'aurais dû renverser la table, chercher Hector parmi les managers, et lui casser la figure, devant toute l'entreprise. N'importe quel homme aurait agi ainsi. Mais quelque chose à l'intérieur de moi,
quelque chose de froid que je ne me connaissais pas, a pris le contrôle. Et cette chose m'a dicté une seule vérité, si tu cries maintenant, tu as perdu. Car si je faisais un scandale ce soir-là, qu'avais-je entre les mains? Absolument rien. Un appel, que personne n'avait enregistré. 7 témoins, qui auraient peur de perdre leur emploi le lendemain. Et de l'autre côté, le directeur commercial de l'entreprise, et ma femme avec ses papiers de banque prêts, quoi que cela puisse signifier. Je serais simplement passé pour l'ivrogne des opérations, devenu violent lors de la fête de fin d'année. Le dossier parfait, pour me licencier sans me verser un seul centime. Et j'ai soudainement compris, pourquoi ma promotion avait été gelée pendant 3 ans. J'ai compris pourquoi Hector me posait tant de questions sur ma femme. J'ai relevé la tête, et j'ai souri. Je vous jure que j'ai souri. Ce n'est rien, les gars, ai-je dit. Elle s'est trompée de personne. Elle doit être en train de parler à son ami. Alio m'a regardé, les yeux embués. Ce gamin de 26 ans, qui m'arrivait à peine à l'épaule. Et j'ai remarqué qu'il voulait me croire, pour ne pas avoir à porter le poids de ce qu'il venait d'entendre. Mais pas Moise. Moise me connaît depuis 10 ans, et sur son visage, j'ai lu la seule chose que je ne pouvais pas supporter ce soir-là. De la pitié. Est-ce bon, a dit Moise. J'ai posé ma main sur son bras, et je l'ai serré un peu. J'ai besoin d'une faveur. Personne ne dit rien. Ni demain. Ni après-demain. Ni jamais. Personne. Il a dégluti, et a lentement hoché la tête. Alio l'a fait aussi. À cet instant, Hector est revenu à sa table, riant de je ne sais quoi avec le directeur financier. Il a repris son téléphone portable, sans même y jeter un coup d'œil, et l'a glissé dans la poche de son pantalon. Il est passé à 3 pas de moi, m'a vu, et a levé son verre à distance. Est-ce bon, comment va le meilleur coordinateur de toute l'entreprise? J'ai levé le mien, et je lui ai répondu, très bien, Hector. Très bien. Jamais de toute ma vie, je n'avais autant détesté ma propre voix. Je suis resté à cette fête, pendant encore 40 minutes. 40 minutes exactes, car je les ai comptées. J'ai mangé le dessert. J'ai applaudi le discours du propriétaire de l'entreprise, don Leopoldo. Un homme de 70 ans, qui avait fondé la société avec 2 camions, et qui, ce soir-là, nous a parlé de famille et de loyauté. Tout en broyant ma serviette sous la table, j'ai dit au revoir à tout le monde, avec une poignée de main. J'avais besoin que personne, dans cette pièce, ne se souvienne d'une attitude étrange de ma part. Je devais être exactement le même estabon que d'habitude. Car l'homme qui part tôt en claquant la porte, est un homme qui a des soupçons. Et à partir de cette nuit-là, je devais être un homme, qui ne se doutait absolument de rien. J'ai conduit jusqu'à la maison lentement, les mains glacées sur le volant. En chemin, je me suis arrêté à une station-service. Non pas par manque d'essence, mais parce que mes jambes se sont mises à trembler, et que je ne pouvais plus avancer. Je suis resté assis dans la voiture éteinte, dans l'obscurité, et j'ai pleuré pendant 6 ou 7 minutes, sans émettre le moindre son. De la façon dont pleurent les hommes de mon âge, en serrant la mâchoire, pour que rien ne s'échappe. 20 ans. 20 ans à me réveiller à 5 heures du matin, à supporter les clients qui hurlent, à renoncer aux vacances, pour économiser pour notre maison. 20 ans. Et elle avait déjà les papiers de la banque, prêts à l'emploi. Puis, j'ai essuyé mon visage avec ma manche, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai repris la route. Et à partir de ce kilomètre-là, je n'étais définitivement plus le même homme. Je suis arrivé chez moi à 1h20. Toutes les lumières étaient éteintes, et la voiture de Patricia était dans le garage. J'ai ouvert la porte doucement, j'ai retiré mes chaussures dans l'entrée, comme je le fais toujours, et je suis monté à l'étage. Elle était au lit, allongée sur le côté, la respiration lente. Endormie, ou du moins, c'est ce qu'elle voulait me faire croire. Et là, debout sur le pas de la porte de ma propre chambre, en chaussettes, en observant la silhouette de ma femme sous la couette, j'ai ressenti une chose très étrange. Ce n'était pas de la colère, mais de la curiosité. Une curiosité froide, presque scientifique. J'ai regardé son téléphone portable, qui chargeait sur la table de nuit, posé face vers le bas, l'écran contre le bois. Comme d'habitude, je me suis allongé à ses côtés. Elle a bougé, et a murmuré, « Comment c'était, mon amour ?» « Bien, ai-je répondu. Ennuyeux, juste des discours.
Comme je vous l'ai dit, elle s'est installée en me tournant le dos. Bonne nuit. Elle s'est endormie en moins de 5 minutes. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, les yeux grands ouverts dans le noir, formulant dans ma tête la seule question qui comptait vraiment. Car j'étais déjà au courant pour la trahison, c'était un fait avéré. Ce qui m'empêchait de dormir, c'était autre chose, et c'était bien pire. Que étaient ces fameux papiers de banque? Et par-dessus tout, comment Patricia, ma propre femme, pouvait-elle savoir que j'allais être licencié, alors que personne, dans l'entreprise, ne m'avait encore rien dit? Cette question a littéralement transformé mon corps. Car une femme qui vous trompe, vous brise le cœur. Mais une femme qui connaît la date de votre licenciement, avant même que vous ne le sachiez, est une femme qui collabore avec quelqu'un de l'intérieur. Et il n'y avait qu'un seul homme, à l'intérieur, ayant le pouvoir de valider mon départ, et la bouche assez grande, pour lui en parler au lit. À 6 heures du matin, je me suis levé, j'ai pris ma douche, et je suis descendu préparer le café, comme n'importe quel autre lundi de ma vie. Patricia est descendue en peignoir, s'est servi une tasse, et a glissé sa main dans mon dos en passant. Ce geste qu'elle faisait toujours. Ce geste qui, pendant 20 ans, avait tout signifié pour moi. Et qui, ce matin-là, m'a fait l'effet d'une araignée, rampant le long de ma colonne vertébrale. Je sors avec Arizeli aujourd'hui, a-t-elle dit. Nous allons nous renseigner sur un cours. C'est génial, ai-je répondu. Amuse-toi bien. Et à cet instant précis, j'ai pris la première décision de ma nouvelle vie. Je n'allais pas l'affronter. Pas un mot, pas un reproche. J'allais devenir le mari le plus calme, le plus distrait, et le plus confiant au monde. Et pendant ce temps, j'allais découvrir exactement ce que cachaient ces papiers de banque. Il n'y avait qu'un seul problème. Je suis un coordinateur des opérations, pas un policier. Je ne sais pas comment enquêter. Je ne sais pas comment espionner. Je n'y connais rien en comptabilité, ni en contrat. Mon seul outil, c'était 15 ans d'expérience, à connaître le système de cette entreprise de l'intérieur. Et j'avais besoin de quelqu'un, capable de naviguer dans toute cette paperasse. Ce jour-là, à 11 heures du matin, je suis monté au 2e étage, sous prétexte de remettre des formulaires de congé. Et j'ai frappé à la porte du bureau, de la personne que j'imaginais le moins finir par me sauver. Lydia, la directrice des ressources humaines. Une femme de 52 ans, la plus silencieuse, et la plus sérieuse de toute l'entreprise. Elle a levé les yeux de son écran d'ordinateur, a examiné mon visage, et avant même que je ne prononce un mot, elle a refermé le dossier qu'elle consultait, pour me dire une phrase qui m'a glacé le sang. Assieds-toi, Estabon. Puis, elle a fermé la porte. Ça fait 3 semaines, que j'attends que tu montes me voir. J'ai fermé la porte lentement, et je me suis assis. Lydia a retiré ses lunettes, les a pliées sur le bureau, et m'a dévisagé pendant un long moment, comme pour évaluer la part de vérité que je pourrais supporter ce jour-là. Avant de commencer, a-t-elle dit, j'ai besoin de savoir une chose. Tu es déjà au courant de quelque chose. Ne me joue pas la comédie, Estabon. Tu as le visage d'un homme qui n'a pas fermé l'œil de la nuit, et j'ai déjà vu ce visage à 3 reprises, dans cette entreprise. Je suis resté silencieux. Lydia travaille aux ressources humaines depuis plus de 20 ans. C'est la femme qui remet les lettres de licenciement. Celle qui sait qui est malade, qui divorce, ou qui a demandé une avance sur salaire. En 15 ans, je n'avais échangé avec elle, que de brèves conversations de couloir. Mais tout le monde, dans l'entreprise, savait 2 choses au sujet de Lydia, elle ne parlait jamais pour ne rien dire, et elle ne se laissait marcher sur les pieds par personne. Hier soir, à la fête, j'ai entendu quelque chose, ai-je fini par dire. Et je crois que ma femme a une liaison avec Hector. Lydia n'a pas été surprise. C'était bien ça le pire. Elle a baissé les yeux une seconde, a pris une grande inspiration, et lorsqu'elle a relevé la tête, ses yeux brillaient d'une rage pure, et contenue. Oh, Estabon, tu n'étais pas au courant. Je ne savais rien pour ta femme. Je te le jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré. Ce que je sais, c'est tout autre chose, et c'est pour cela que j'attends ta venue dans ce bureau, depuis 3 semaines. Elle a ouvert un tiroir, en a sorti un fin dossier, et l'a déposé sur le bureau, sans l'ouvrir. Il y a 3 semaines, Hector m'a demandé de commencer à préparer ton dossier de licenciement. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon dossier de licenciement. Restructuration du département des opérations.
Il m'a demandé de rassembler les justifications, le calcul des indemnités, et la lettre. Le tout, daté pour le mois de février. Février, est-ce bon? J'ai fixé ce dossier avec insistance. À l'intérieur, était rédigée la fin de 15 années de ma vie. Et je n'avais absolument rien vu venir. Puis, soudainement, la phrase de Patricia m'est revenue en tête, intacte, avec chacune de ses lettres. Quand son licenciement tombera, il n'aura plus rien pour se défendre. Elle le savait, ai-je murmuré. Ma femme le savait déjà. Elle l'a dit hier soir. Lydia a serré la mâchoire. Puis, je lui ai demandé, mais pourquoi me renvoie-t-il? Mon secteur enregistre les meilleurs résultats. J'ai fait baisser les coûts de la flotte. J'arrive à satisfaire les plus gros clients. Je n'ai pas manqué un seul jour de travail, en 3 ans. C'est précisément pour cette raison, a-t-elle répondu. C'est exactement ça, le problème. Je ne comprenais plus rien. Et c'est alors que Lydia m'a expliqué la première pièce du puzzle. Celle qui m'a fait réaliser que toute cette histoire allait bien au-delà d'une simple tromperie. Est-ce bon, c'est toi qui révises les factures des fournisseurs de transport, n'est-ce pas? Absolument toutes. C'est mon travail. Et tu n'as rien remarqué d'étrange, au cours de cette dernière année? J'y ai réfléchi, et oui, bien sûr que j'avais remarqué quelque chose. Il y avait un détail qui me chiffonnait depuis des mois, et que j'avais signalé à 2 reprises, sans que personne n'y prête la moindre attention. Il y a 3 nouvelles entreprises de transport, ai-je dit lentement. Elles sont arrivées l'année dernière, directement sur autorisation du département commercial, sans même passer par mon service. Elles facturent presque le double de ce que font les autres. Pour exactement les mêmes trajets. J'ai envoyé 2 emails pour dire que nous jetions l'argent par les fenêtres, et qu'avec nos fournisseurs habituels, nous économiserions environ 90 000 € par an. Ils ne m'ont jamais répondu. Lydia s'est adossée à sa chaise. Voilà la raison de ton licenciement. Comment ça, est-ce bon? Tu es le seul homme dans cette entreprise, capable d'examiner ses factures, et de remarquer l'anomalie. Personne d'autre ne connaît les itinéraires aussi bien que toi. Tant que tu seras assis à ce bureau. Ces 3 fournisseurs représenteront un problème. Le jour où tu partiras, ces fournisseurs deviendront invisibles. Elle a tapoté le dossier avec son doigt. Ils ne te virent pas parce que tu fais mal ton travail. Ils te virent parce que tu le fais beaucoup trop bien. J'ai quitté ce bureau, les jambes flageolantes. J'ai pris les escaliers au lieu de l'ascenseur, parce que j'avais besoin de marcher. J'avais besoin que mon corps soit en mouvement, pendant que ma tête tentait de remettre de l'ordre. Et dans ces 3 volets d'escalier, j'ai compris que ma vie n'était plus du tout la même, que 24 heures auparavant. J'étais entré à cette fête, en croyant être un homme marié, en attente d'une promotion. J'en étais ressorti, en étant devenu un simple obstacle, que quelqu'un s'apprêtait à balayer de son chemin. Je n'ai pas pu travailler cet après-midi-là. Je me suis assis devant mon ordinateur, et pour la première fois, j'ai ouvert le dossier des fournisseurs de transport avec un regard neuf. Transport Del Baggio, Servicio Logistique Marina, Fleets Continental. Toutes les 3, enregistrées à moins de 2 mois d'intervalle. Toutes les 3, avec des contrats signés par le département commercial. Toutes les 3, facturant des montants ronds, se situant toujours juste en dessous du seuil nécessitant l'approbation du conseil d'administration. Et il y avait autre chose. Quelque chose qui s'est planté en moi, comme une épine. Les 3 entreprises utilisaient la même adresse email, pour la facturation électronique. Des domaines différents, certes, mais le même format, le même style, la même façon de rédiger les noms des fichiers. Un peu comme lorsque vous reconnaissez l'écriture manuscrite de quelqu'un. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB, et je n'en ai parlé à personne. Ce soir-là, je suis rentré chez moi à l'heure habituelle. Patricia avait préparé du poulet, mis la table, et servi le dîner. Elle s'est assise en face de moi, et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Et moi, avec la clé USB enfouie dans ma poche, j'ai répondu que tout s'était passé comme d'habitude. Tu es bien silencieux, a-t-elle noté. Je suis fatigué. C'est la fin de l'année. Elle a tendu la main, et a effleuré mes doigts sur la table. Les vacances approchent. Nous devrions partir quelque part, tous les 2, comme avant. Et elle m'a souri, avec ce sourire qui n'appartenait qu'à elle. Celui de nos photos de mariage.
Celui que je connaissais depuis mes 28 ans. Et je vais vous avouer une chose, dont je ne suis pas fier. L'espace d'une seconde entière, il m'a traversé l'esprit que j'avais peut-être tout mal interprété. Qu'il existait peut-être une autre explication rationnelle. Que la femme qui tenait ma main, ne pouvait pas être la même que celle qui avait prononcé ces mots cruels. Le cœur d'un homme est une chose curieuse. Il a beau vous exposer toute la vérité, il vous supplie quand même de la nier. Cette nuit-là, j'ai sagement attendu qu'elle s'endorme. Et à 2 heures du matin, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite, en 20 ans de mariage. J'ai pris son téléphone portable sur la table de nuit, et je me suis figé. Car le téléphone était protégé par un verrouillage par empreinte digitale, et par un code d'accès. Et je ne possédais ni l'un ni l'autre. Mais Patricia avait une habitude, une seule. Lorsqu'elle cuisinait avec les mains mouillées, et qu'elle recevait un appel, elle décrochait avec son nez, ou avec l'articulation de son doigt, en disant toujours la même chose, active l'assistant Estabon, et mets-le sur haut-parleur. Je ne peux pas l'attraper. Son assistant vocal était activé, directement depuis l'écran de verrouillage. Elle ne l'éteignait jamais. Je n'ai pas ouvert ses messages. J'en aurais été incapable. Mais j'ai demandé à l'assistant, de me dicter l'historique de ses appels récents. Et une voix mécanique, dans l'obscurité de ma chambre, alors que ma femme dormait à 2 mètres de moi, a commencé à énumérer une liste. 17 appels au cours des 7 derniers jours, vers le même numéro. Je connaissais ce numéro. Je l'avais moi-même enregistré dans mon propre téléphone depuis 5 ans, sous le nom de Hector, directeur commercial. J'ai reposé le téléphone portable exactement là où il se trouvait, et je me suis recouché. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À 4 heures du matin, les yeux rivés au plafond, j'ai pris la décision qui allait bouleverser toute l'histoire. S'il comptait me licencier en février, il me restait donc 2 mois. 2 mois à l'intérieur de cette entreprise, avec accès au système, avec 15 ans de contact, avec des fournisseurs qui me devaient des faveurs, et des chauffeurs qui m'appréciaient. 2 mois pour découvrir ce que cachaient ces papiers de banque, et qui tiraient les ficelles derrière ces 3 entreprises de transport. Et par-dessus tout, 2 mois pour accomplir une chose dont je ne me serais jamais cru capable jusqu'alors, garder le silence, et continuer à leur sourire à tous les deux, jour après jour. Le lendemain, vendredi, Hector m'a convoqué dans son bureau. Je me suis assis face à lui. Il m'a parlé pendant 20 minutes de l'avenir de l'entreprise, de l'immense confiance qu'il m'accordait, et de l'importance cruciale de mon département. Et à la fin, au moment où je me levais pour partir, il a prononcé la phrase qui a bien failli me faire perdre le contrôle. Ah, Estabon, j'allais oublier. En janvier, j'aurai besoin que tu me prépares un manuel complet de tes itinéraires, et des contacts de tous nos fournisseurs. Quelque chose de très détaillé, étape par étape. C'est pour les archives de l'entreprise. Il voulait que j'apprenne à quelqu'un d'autre, comment faire mon propre travail. Il me demandait de creuser ma propre tombe, puis d'en nettoyer les abords. Je lui ai souri, et je lui ai répondu, bien sûr, avec grand plaisir. Et à cet instant précis, j'ai su ce que j'allais faire. J'allais lui fournir ce manuel complet et parfait, en y glissant un détail qu'il n'aurait jamais imaginé. Je ne me suis pas reposé une seule minute ce week-end-là. J'ai expliqué à Patricia que j'allais m'enfermer dans la buanderie, pour boucler un rapport de fin d'année, et elle n'a posé aucune question. Au contraire, elle semblait ravie. Elle est partie le samedi à 11 heures du matin avec Arizeli, et n'est rentrée qu'à 19 heures. Et par la fenêtre, je l'ai vue descendre d'une voiture qui n'était pas la sienne, et qui a redémarré avant même qu'elle n'atteigne la porte. La douleur n'était plus aussi vive que le premier jour. Désormais, chaque élément que j'observais, je le mettais de côté, tel un maçon qui rassemble des pierres pour bâtir un mur. Le manuel qu'Hector m'avait réclamé, je l'ai commencé le soir même, et je l'ai soigné, vraiment soigné. C'est un détail que je veux que vous compreniez. Je n'ai pas rédigé un manuel truqué, saboté, ou même incomplet. J'ai produit le meilleur document technique de toute ma vie. Chaque itinéraire, chaque horaire, chaque contact, chaque tarif négocié, chaque astuce que j'avais apprise en 15 ans à côtoyer des camions. Le tout, sur 140 pages. Car un document d'une telle ampleur, possède une propriété qu'Hector n'avait pas anticipée. Pour expliquer pourquoi un itinéraire coûte un certain prix, il faut faire des comparaisons. Et pour comparer, il faut aligner côte à côte les tarifs de tous les fournisseurs. Page 91 du manuel, un tableau simple, technique, et ennuyeux,
rédigé sur le ton le plus neutre du monde, comparant le coût au kilomètre des 11 prestataires de transport de l'entreprise. 8 d'entre eux facturent entre 1,10 et 1,30 € le kilomètre. Transport Del Baggio, Servicio Logistique Marina, et Fleets Continental facturent respectivement 2,40, 2,55 et 2,60 € le kilomètre. Pour les mêmes trajets, avec les mêmes camions, puisque j'avais reconnu les plaques d'immatriculation dans 2 des cas. En dessous de ce tableau, j'ai ajouté une ligne unique, dans la police d'écriture la plus modeste possible. Note technique, il est recommandé de réviser ces tarifs lors du prochain cycle de passation de contrat, car la différence représente un surcoût annuel approximatif de 96 000 € pour l'entreprise. 96 000 € par an. Lorsque j'ai fini de faire le calcul, j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Je pensais que l'on parlait d'un petit pécule. Non, c'était d'une toute autre envergure. Le lundi, j'ai remis le manuel à Hector, fraîchement imprimé et relié, avec le sourire d'un chien fidèle. Il l'a feuilleté rapidement, comme on feuillette un magazine dans une salle d'attente, sans même aller jusqu'à la moitié. Excellent, está bon. Excellent. Les années d'expérience se ressentent. Il l'a balancé sur le bord de son bureau. La direction va examiner ça. Je l'espère bien, ai-je répondu. Et j'ai quitté la pièce. C'était mon premier piège. Un piège subtil, presque timide. S'il l'envoyait à la direction sans le lire, il remettait lui-même la preuve de son propre vol, avec sa signature apposée dessus. S'il le lisait et tentait de le dissimuler, je garderais l'email indiquant la date et l'heure de livraison, laissant ainsi une trace prouvant que l'entreprise avait été alertée, et que quelqu'un avait délibérément étouffé l'affaire. Aucune de ces deux choses ne s'est produite. C'est quelque chose de bien pire qui est arrivé, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cet homme était beaucoup plus intelligent que je ne le croyais. Le mardi après-midi, Lydia m'a envoyé un message d'une seule ligne. Descends au parking à 18 h. Elle m'y attendait, adossée à sa voiture, son manteau sur les épaules et les bras croisés. Que as-tu donc remis à Hector hier? Un manuel. Il me l'avait demandé. Aujourd'hui à midi, Hector a déboulé dans mon bureau, et m'a ordonné d'avancer la date de ton licenciement. Il ne veut plus attendre février. Il exige que ce soit fait pour le 15 janvier. Je me suis appuyé contre la portière. Il l'avait donc lu. Il avait lu quelque chose qui lui avait fait dresser les cheveux sur la tête. Que contenait ce document? Je lui ai alors parlé des tarifs, des 96 000 €, de l'adresse email de facturation identique, et des 3 fameuses entreprises. Lydia a écouté mon récit sans m'interrompre, les yeux fixés au sol. Et quand j'ai eu terminé, elle est restée murée dans le silence pendant une bonne minute. Está bon, je dois te révéler quelque chose, et ça va te faire mal. Plus rien ne peut me faire mal. Si, ça te fera mal. Elle a relevé la tête. Il y a 14 mois, lors d'une procédure d'enregistrement de fournisseur, j'ai reçu par erreur une liasse de documents de Servicio Logistique Marina. Des documents qui n'avaient absolument rien à faire aux ressources humaines. Je les ai renvoyés le jour même. Mais j'ai eu le temps d'apercevoir une page. Quelle page? Les statuts constitutifs, avec le nom du représentant légal. Et là, dans un parking glacial, entouré de voitures qui quittaient les lieux, Lydia a prononcé le nom de ma femme. Je suis resté pétrifié, comme lorsqu'on encaisse un coup si violent, que le corps met quelques secondes à en assimiler l'impact. C'est impossible, ai-je lâché. Patricia ne travaille pas. Patricia n'a pas travaillé depuis 8 ans. Patricia ne sait même pas comment faire une simple photocopie. Está bon, elle n'a besoin de rien savoir. Il lui suffit de signer. C'est ce qu'on appelle un prête-nom. L'entreprise appartient à Hector. L'argent revient à Hector, mais aux yeux de la loi, la propriétaire, c'est elle. Et si jamais cette affaire éclate au grand jour? Sais-tu qui finira derrière les barreaux? Elle n'a pas eu besoin de répondre. Je me suis installé dans ma voiture, mais je n'ai pas mis le contact. Je suis resté les mains agrippées au volant, réalisant enfin l'ampleur de la machination. Ma femme n'était pas seulement la maîtresse de mon patron. Ma femme était sa complice. Ma maison n'était pas seulement l'endroit où il me trahissait la nuit. Ma maison était le bureau, depuis lequel il pillait l'entreprise pour laquelle je travaillais depuis 15 ans. Et il était fort probable que cet argent volé à la société de Don Leopoldo, ait financé mon propre foyer.
Il avait payé la rénovation de notre cuisine, que Patricia m'avait dit financer avec ses économies de jeune fille. Il avait payé la nouvelle voiture qu'elle avait elle-même choisie. J'avais mangé à cette table. J'ai vomi dans le parking. Aussi simple que ça. Je suis sorti de ma voiture, et j'ai vomi à côté du pneu, comme un adolescent ivre. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Patricia regardait la télévision, un verre de vin à la main. Elle a ri d'une blague à l'écran, et m'a fait signe de venir m'asseoir avec elle. Je me suis installé à ses côtés, j'ai passé mon bras autour de ses épaules alors qu'elle se blottissait contre moi, et là, avec ma femme appuyée sur ma poitrine, j'ai pris la décision la plus froide de toute mon existence. Je n'allais pas demander le divorce dans l'immédiat, car un homme qui divorce, est un homme qui lance un avertissement. Et dès l'instant où je donnerais cet avertissement, Hector fermerait précipitamment ses 3 entreprises, brûlerait les documents compromettants, et Patricia et lui s'en sortiraient libres, riches et blanchis. Tandis que moi, sans emploi, sans économie, et sans la moindre preuve, je devrais expliquer au monde entier pourquoi je me retrouvais ruiné à 48 ans. Ce qu'il me fallait, c'était autre chose. J'avais besoin qu'ils continuent leur petit manège. J'avais besoin qu'ils se sentent en sécurité, à l'aise, et intouchables. J'avais besoin qu'Hector continue d'émettre des factures, et que Patricia continue de les signer. Et j'avais impérativement besoin d'être au sein de l'entreprise, le jour où tout cela atterrirait sur le bureau de Don Leopoldo. Mais je faisais face à un problème de taille. Le 15 janvier, je serais mis à la porte. Il ne me restait que 26 jours. Le lendemain, je suis retourné voir Lydia, et je lui ai posé l'unique question qui importait. Existe-t-il un moyen légal, pour que ce licenciement ne soit pas exécuté en janvier? Lydia a souri, pour la toute première fois depuis que je la connaissais. Un sourire en coin, typique d'une femme qui attendait depuis des années, que quelqu'un lui pose enfin cette question. Il y en a bien, m'a-t-elle dit. Et c'est d'une simplicité enfantine. Tu vas en rire, mais pour que cela fonctionne, tu vas devoir faire quelque chose qui ne va pas te plaire du tout. Estabon, écoute-moi bien, tu dois aller parler à Alvaro. Et là, mon sang s'est véritablement glacé. Car Alvaro était le seul homme de cette entreprise que je ne pouvais pas encadrer, malgré toute ma patience. Alvaro était l'auditeur interne. La quarantaine, sec, sans le moindre sourire sur le visage. Le genre d'homme qui arpente les couloirs avec un dossier sous le bras, et qui pousse tout le monde à se redresser sur sa chaise. Il y a 4 ans, Alvaro m'avait dressé un blâme pour une différence d'inventaire dans l'entrepôt, dont je n'étais même pas responsable. J'avais perdu ma prime cette année-là. Je ne lui avais jamais pardonné. Chaque fois que je le croisais dans un couloir, je détournais le regard. Lydia, n'importe qui d'autre, mais pas lui. Écoute-moi très attentivement, a-t-elle insisté. Il y a 4 ans, Alvaro a signalé une différence d'inventaire dans ton entrepôt. Tu as toujours cru qu'il t'avait accusé à tort, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai lu ce rapport dans son intégralité. Alvaro y écrivait textuellement, que ce déficit n'incombait pas au coordinateur des opérations. Et qu'il recommandait vivement de réviser les autorisations de sortie, validées par le département commercial. J'en ai eu le souffle coupé. Quoi? Quelqu'un a altéré ce rapport avant qu'il n'atteigne le conseil d'administration. Alvaro a hérité d'une réputation de tyran, et toi, tu as fait une croix sur ta prime. Et depuis ce jour, vous vous vouez une haine féroce. Ce qui arrangeait parfaitement les affaires de la personne qui signait ces sorties. Ils nous ont dressés l'un contre l'autre, comme on lance 2 chiens dans une arène, pour qu'aucun des 2 ne morde la personne qui a ouvert la cage. Je me suis rendu au bureau d'Alvaro, l'après-midi même. J'ai toqué. Il a levé les yeux et a froncé les sourcils, étonné de ma présence. Estabon. Alvaro, je suis venu m'excuser pour t'avoir traité avec mépris pendant 4 ans, et je suis venu solliciter ton aide. Il s'est adossé à sa chaise, et m'a désigné le seul siège inoccupé. Je lui ai tout déballé. Absolument tout, pas seulement l'histoire des factures. Je lui ai raconté la fête, le téléphone, la voix de ma femme résonnant sur le haut-parleur. Un homme ne confie pas ce genre de choses à un inconnu, mais je n'avais plus rien à préserver. Alvaro a écouté mon récit, sans qu'un seul muscle de son visage ne tressaille. Lorsque j'ai eu terminé, il s'est levé, s'est dirigé vers un classeur, en a sorti un épais carnet, et l'a déposé sur le bureau. Cela fait 11 mois que je rassemble ces données, m'a-t-il dit. Il a ouvert le carnet.
Des pages entières noircies de chiffres manuscrits, de dates, de montants, et d'initiales. J'ai détecté ces anomalies en février dernier. J'ai soumis un rapport préliminaire, et ils me l'ont retourné avec pour instruction de me concentrer sur les entrepôts. J'ai réitéré en août, et en octobre, ils ont carrément révoqué mon accès au module de la comptabilité fournisseur, prétextant officiellement une réaffectation des droits d'accès. Tu étais donc déjà au courant. Je savais qu'il y avait des détournements de fonds. Je savais que l'argent s'évaporait via des prestataires de transport. Ce que je n'ai jamais pu démontrer, c'est qui empochait le butin, car ces 3 entreprises sont enregistrées au nom de tiers. Il m'a fixé intensément. Or, tu viens tout juste de me livrer le nom de l'un de ces tiers. Ma femme. Ta femme. Il a refermé son carnet. Estabon, il faut que tu comprennes une chose. Avec les éléments dont nous disposons aujourd'hui, si nous allons voir Don Leopoldo, sais-tu ce qu'il se passera? Hector jura qu'il n'a rien à voir avec ces sociétés. Qu'il s'est contenté d'autoriser des fournisseurs qu'on lui avait chaudement recommandés. Et que si la propriétaire de l'une d'entre elles s'avère être l'épouse du coordinateur des opérations. Eh bien, quelle coïncidence pour le moins troublante. J'ai senti le sang déserter mon visage. Il me ferait porter le chapeau. Sur toi, oui. C'est toi qui vérifies ces factures. C'est toi qui les approuves depuis 1 an. Tu es le mari de la représentante légale. Aucun juge au monde n'aurait besoin d'éléments supplémentaires pour transformer ta vie en enfer. Il a tapoté la table de 2 doigts. C'est pour cette raison qu'il te licencie en janvier, Estabon. Pas seulement pour t'empêcher de fouiner. Ils te mettent sur la touche, pour que tu deviennes le coupable idéal quand tout cela finira par exploser. J'ai alors mesuré toute la profondeur du gouffre. Ils ne cherchaient pas seulement à m'écarter. Ils voulaient que j'endosse la responsabilité de leurs crimes. Alors, que dois-je faire? Il nous manque 3 éléments, a détaillé Alvaro. Premièrement, retracer le parcours de l'argent qui quitte l'entreprise, atterrit dans ces 3 sociétés écrans, pour finalement s'échouer sur un compte contrôlé par Hector. Sans cela, il n'y a pas d'affaire. Deuxièmement, pousser Hector à se compromettre de sa propre voix. Ou par sa propre signature, car un homme de sa trempe trouvera toujours un bouc émissaire. Et troisièmement, le plus épineux, du temps. Il me faut au bas mot 4 mois d'accès au système, or ils te mettent à la porte dans 26 jours. Et c'est à cet instant que Lydia a abattu sa carte. Le jour suivant, elle m'a convoqué dans son bureau et m'a tendu une feuille. Demande de congé cumulé. Tu as accumulé 31 jours de congé non pris au cours des 3 dernières années. Conformément au règlement intérieur, si tu soumets cette demande avant la clôture de l'exercice fiscal, et que j'y appose mon cachet, l'entreprise est tenue de te les accorder. Or, un employé en période de congés autorisés ne peut recevoir une notification de licenciement pour motif de restructuration, sans que cela ne constitue un licenciement abusif pour vice de procédure. Hector le sait, et il a une sainte horreur des vices de procédure. Car ce type de licenciement se règle devant les tribunaux. Et au tribunal, c'est l'intégralité du dossier du département qui est épluché. Combien de temps cela me fait-il gagner? 31 jours de congé, auxquels s'ajoutent les 15 jours de préavis. Cela nous amène à la fin février. Et si, en février, tu sollicites la période de formation de passation de poste, prévue par le manuel de l'entreprise, cette même période qu'Hector a lui-même activée en exigeant ce fameux document. Je peux étirer les délais jusqu'en avril. Presque 4 mois. J'ai signé cette requête d'une main tremblante. Mais je n'avais aucune intention de profiter de ces vacances pour me reposer. J'allais les utiliser à des fins bien plus judicieuses. Et c'est Alvaro qui m'a exposé la stratégie, avec une froideur qui m'a donné la chair de poule. Un homme licencié est un homme sur le qui-vive. Un homme en vacances, c'est un homme qui ne compte plus. Hector en déduira que tu as baissé les bras, que tu t'es résigné. Et que tu es parti te dorer la pilule sur une plage pour panser tes plaies. Et lorsqu'un homme comme Hector estime que le danger est écarté, il agit comme tous ses semblables, il prend ses aises, et il devient avide. Et moi, que suis-je censé faire? En attendant, tu vas te charger de la partie qui nous échappe. Moi, je peux éplucher les documents de l'entreprise. Mais toi, tu vis au cœur de l'autre moitié du problème. Il faisait bien entendu référence à ma maison. C'était l'épreuve la plus insurmontable de toutes.
car cela impliquait de retourner dans cette maison, de dormir dans ce lit, de manger à cette table, sans jamais craquer. Le 17 décembre, je suis officiellement parti en vacances. J'ai annoncé à Patricia que j'avais réclamé mes jours cumulés, et elle s'en est montrée étrangement réjouie. C'est merveilleux, mon amour. Tu l'as bien mérité. Repose-toi. Elle m'a enlacé. Et par-dessus son épaule, pendant notre étreinte, j'ai fixé le sac à main où elle dissimulait son téléphone portable. Au cours de ces semaines, j'ai fait des choses dont je ne suis pas particulièrement fier. J'ai appris les horaires de ma femme, comme un employé apprend ses heures de service. Les mardis et jeudis, elle s'absentait à 11 heures, pour ne rentrer qu'à 17 heures. Le vendredi, elle filait chez Arizelli. J'ai remarqué que lorsqu'elle me disait « je vais faire un saut à la pharmacie », elle disparaissait pendant 40 minutes, pour revenir systématiquement les mains vides. J'ai appris à décrypter son visage à la réception d'un message. Son regard se figeait une demi-seconde de trop, avant de s'illuminer d'un sourire. Et surtout, j'ai découvert le détail le plus crucial, Patricia conservait des papiers. Je suis tombé dessus un après-midi de janvier. Elle était sortie, et j'ai fouillé le placard de la chambre qu'elle s'était appropriée depuis des années. Tout au fond, dissimulée sous une boîte de chaussures d'hiver, se trouvait une pochette en plastique bleu. À l'intérieur, des photocopies de pièces d'identité, un justificatif de domicile à son nom, mais à une adresse qui m'était totalement inconnue, ainsi qu'un relevé bancaire avec un numéro de compte qui n'appartenait pas à notre foyer. Je n'ai rien dérangé. Je n'ai rien subtilisé. J'ai pris l'ensemble en photo avec mon téléphone, page par page, avant de tout replacer méticuleusement dans le même ordre. Le soir même, j'ai transmis les clichés à Alvaro. Il m'a répondu 20 minutes plus tard, par un message que j'ai relu une bonne vingtaine de fois. Está bon. Ce compte a réceptionné des virements des 3 sociétés, et en décembre, il a transféré 4 000 € vers un autre compte. Il me faut absolument savoir à qui appartient ce second compte. Si c'est à Hector, c'est gagné. On le tient. J'étais debout dans ma cuisine à 11 heures du soir, le téléphone à la main, pendant que ma femme dormait paisiblement à l'étage. Et pour la première fois depuis 6 semaines, j'ai esquissé un sourire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous pensez qu'Estabon a pris la bonne décision en gardant le silence au lieu de hurler ce soir-là, écrivez le mot « patience » dans les commentaires. Je serais curieux de savoir combien d'entre vous auraient enduré un tel supplice. Car 3 jours plus tard, tout s'est écroulé autour de moi. Le 22 janvier, à 7 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Moise, en pleurs. Estabon, ils m'ont renvoyé hier, et ils m'ont forcé à signer un papier affirmant que, lors de la fête, tu as pris le téléphone portable d'Hector sans sa permission. J'ai filé chez Moise dans la matinée. Il m'a ouvert la porte le visage boursouflé, vêtu d'un pantalon de jogging. À l'intérieur, sa femme donnait le petit déjeuner à leurs 2 enfants, comme si leur monde ne s'était pas effondré la veille. Raconte-moi tout, depuis le début, lui ai-je demandé. Hier à 16 heures, ils m'ont convoqué aux ressources humaines, mais Lydia n'y était pas. Il y avait Hector, accompagné d'une nouvelle recrue que je ne connaissais pas. Ils m'ont expliqué qu'une enquête était en cours. Concernant un incident de sécurité survenu lors de la fête de fin d'année. Utilisation frauduleuse d'un équipement de l'entreprise. Ils m'ont glissé un document sous le nez. Estabon. Tout était déjà rédigé. Le texte stipulait simplement que je confirmais avoir vu subtiliser le téléphone du directeur commercial sans autorisation, pour y passer les appels. Et tu as signé? Il a baissé la tête. Ils m'ont prévenu que si je signais, ils me verseraient l'intégralité de mes indemnités de départ, assorties d'une lettre de recommandation. Dans le cas contraire, ils engageraient des poursuites contre moi, pour complicité de dissimulation. Sa voix s'est brisée. J'ai 2 enfants, Estabon. J'ai un prêt immobilier sur le dos. Pardonne-moi. Je l'ai regardé, et curieusement, je n'ai ressenti aucune colère. Juste une peine immense, aussi lourde qu'un immeuble. Car j'ai compris qu'Hector n'avait pas licencié Moise dans le but de le punir. Il l'avait licencié pour mieux l'acheter. Et surtout, j'ai réalisé une chose fondamentale. Hector avait peur. Un homme serein ne s'amuse pas à forger de fausses attestations. Et Alio, ai-je demandé. Ils n'ont pas effleuré Alio. Ils l'ont promu. Comment ça, ils l'ont promu? Ils lui ont offert un nouveau poste,
coordinateur de l'infrastructure des systèmes informatiques. Avec une belle augmentation à la clé. C'est alors que j'ai senti un frisson glacé parcourir ma nuque. Alio, le petit génie de l'informatique. Celui qui était au courant de tous les ragots. Celui qui était assis à notre table ce fameux soir. Hector avait acheté le silence du premier par la peur, et celui du second par l'argent. Et Emilio, depuis son nouveau poste, avait désormais accès à tous les serveurs de la société, y compris à la messagerie d'Alvaro. J'ai quitté le domicile de Moise en tentant de joindre Alvaro. Il n'a pas décroché. J'ai appelé Lydia. Toujours aucune réponse. Lorsque Lydia m'a enfin rappelé à 14 heures, elle avait la voix de quelqu'un qui venait d'échapper à un incendie. Estabon, ne m'envoie plus le moindre document sur mon adresse professionnelle. Plus rien. Pas même un message. Ce matin, ils ont procédé à une maintenance de mon ordinateur sans même m'en avertir. Alio. Alio, oui. Et il y a pire. Ils viennent de me notifier ma réaffectation. Ils m'évincent des ressources humaines pour me muter sur un obscur projet de documentation spéciale, situé dans le vieil entrepôt. Plus personne sous mes ordres, et plus aucun accès au système de paix. Ils étaient tout simplement en train de l'enterrer vivante. En l'espace de 2 jours, Hector avait démantelé tout notre réseau. Il avait limogé le premier témoin, corrompu le second, relégué Lydia dans un placard sans accès, et révoqué les identifiants d'Alvaro depuis octobre. Pour couronner le tout, il disposait d'une déposition signée m'accusant d'avoir dérobé le téléphone portable d'un directeur. Ce soir-là, je suis rentré chez moi totalement anéanti. Et c'est là que m'attendait le coup de grâce. Patricia trônait dans le salon, assise bien droite, la télévision éteinte. Sur la table basse, reposait un dossier. Estabon, assieds-toi. Il faut qu'on parle. Je me suis exécuté. Je suis au courant pour la fête, a-t-elle annoncé. Mon sang n'a fait qu'un tour. De quoi parles-tu? Je sais que tu as volé le téléphone de ton patron, pour m'appeler. Elle m'a fixé avec le calme olympien d'une statue. J'ai répondu en pensant m'adresser à quelqu'un d'autre, à une amie, et j'ai dit une bêtise. Mais là n'est pas la question. Le fait est que tu as piraté le téléphone d'un directeur de ton entreprise. Estabon, tu es conscient de la gravité de tes actes. C'est un délit pénal. Je suis resté muet. Je l'ai laissé déverser son venin. L'entreprise m'a contacté pour vérifier si j'avais reçu un appel ce soir-là. Elle a fait glisser le dossier dans ma direction. Et j'ai été contrainte de dire la vérité, mon amour. Si je mens, je risque gros. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, figurait une déposition signée de sa main, ainsi qu'une seconde feuille. Une requête de divorce par consentement mutuel, déjà dûment remplie, et datée du lendemain. Je ne veux pas te faire de mal, a-t-elle susurré. C'est pour cela que je t'en fais part en premier. Signe ce divorce à l'amiable, sans te battre pour quoi que ce soit. Et je ne déposerai pas cette déclaration contre toi. Nous nous séparerons en bons termes. Tu feras ta vie, et je ferai la mienne. La boucle était bouclée, la machination parfaite, orchestrée dans mon propre salon. Il m'accusait d'un délit, afin de m'extorquer mon mariage, ma maison, et mes économies, en échange de leur silence. Et si j'acceptais de signer ce divorce par consentement mutuel, je renonçais par écrit à toute prétention sur nos biens communs, y compris le compte bancaire et la maison. J'ai demandé, de la voix la plus faible que j'ai pu feindre, la maison est à nos 2 noms. Nous la vendons et nous partageons l'argent. Que tout soit équitable. Un mensonge éhonté. Je savais pertinemment qu'elle en avait demandé l'estimation en novembre. J'en avais vu la preuve dans la pochette bleue du placard. Alors, j'ai eu le réflexe de faire la seule chose qui me venait à l'esprit, et ce fut le coup de maître de toute cette histoire. J'ai couvert mon visage de mes mains, et je me suis effondré en larmes devant elle. Je lui ai balbutié que je n'en pouvais plus, qu'on allait me licencier, que j'étais à bout de force, qu'à 48 ans je ne retrouverais jamais de travail. Je l'ai supplié de m'accorder un mois de répit pour retrouver mes esprits, lui promettant de signer tout ce qu'elle voudrait par la suite. Patricia s'est assise à mes côtés, m'a pris dans ses bras, m'a caressé les cheveux, et m'a glissé ces mots, avec une douceur feinte qui m'écœure encore aujourd'hui, « Oh, mon amour. Un mois, c'est d'accord. Je sais que tu es quelqu'un de bien. » Cette nuit-là, réfugié dans la salle de bain, en laissant couler l'eau de la douche pour couvrir le bruit,
j'ai envoyé un message à Alvaro, depuis un vieux téléphone acheté en espèces l'après-midi même. Il m'offre le divorce en échange de leur silence. J'ai obtenu 1 mois de sursis. Il m'a répondu en moins de 3 minutes. Ne signe rien du tout. Et écoute-moi très attentivement. Ils viennent de commettre leur première grande erreur. Laquelle? Ils t'ont donné une date. Et un homme qui connaît la date de son adversaire, cesse immédiatement d'être la proie. Le lendemain, nous nous sommes tous les 3 retrouvés dans un café, à une 30aine de kilomètres de l'entreprise. Alvaro, Lydia, et moi. C'était la première fois que nous étions réunis tous les 3. Et c'est à ce moment précis, que nous avons cessé d'être 3 employés terrorisés, pour devenir une force d'une autre nature. Alvaro a posé son carnet sur la table. Nous avons perdu nos accès. Nous avons perdu le contrôle de la paix. Nous avons perdu notre témoin clé. Mais nous détenons une information qu'ils ignorent. Laquelle? Le manuel, ai-je lancé. Tu as remis une copie papier reliée de ce document dans le bureau d'Hector. Mais j'ai vérifié le serveur avant qu'il ne me coupe les accès. Ce fichier a été téléchargé sur le système de sauvegarde automatique de l'entreprise, le jour même de sa création. Horodaté est signé de ton nom d'utilisateur. C'est dans une sauvegarde stockée hors site, directement dans le cloud de l'entreprise, et une seule personne y a accès. Qui donc? Don Leopoldo, le grand patron. Lydia s'est penchée en avant. Il y a un bémol. Don Leopoldo a 70 ans et il idolâtre Hector. Il le considère comme son propre fils. Si on lui déballe tout ça maintenant, avec le peu de billes qu'on a, il va nous jeter dehors tous les 3, et préviendra Hector dans la foulée. Alors nous n'irons pas le voir, a tranché Alvaro. Pas dans l'immédiat. Nous allons faire preuve de patience. Attendre quoi, ai-je interrogé. Alvaro a refermé son carnet avec une lenteur calculée. Pour remporter la partie, Hector doit être persuadé qu'il a déjà gagné. Or, il n'a pas encore raflé la mise. Et la pièce maîtresse manque toujours à l'appel. La réunion annuelle des résultats est fixée au 14 mars. C'est lors de cette séance que les budgets et les contrats des prestataires sont validés pour l'année à venir. Hector va vouloir bétonner le contrat de ces 3 sociétés de transport pour 12 mois supplémentaires. Et pour y parvenir, il devra apposer sa propre signature sur ces documents, sous les yeux du conseil d'administration. Ma gorge s'est asséchée. Et que se passera-t-il s'il refuse de signer? Il signera, a assuré Alvaro. Car il y a un vice auquel un homme de son espèce ne résiste jamais, et c'est ce qui causera sa perte. Je l'ai interrogé du regard. L'ambition, est-ce bon? Hector ne veut pas se contenter de continuer à voler. Hector veut le poste de PDG. Et ce poste vacant, il sera attribué le 14 mars. Les 50 jours qui ont séparé cette entrevue au café du fameux 14 mars, furent les plus longs de ma vie. Et paradoxalement, les plus étranges. Car, de l'extérieur, je suis resté d'une passivité absolue. C'était la clé de notre plan. Un homme vaincu ne fait pas de vagues. Et je suis devenu un homme vaincu, à plein temps. Je passais des jours entiers sans me raser. J'ai pris l'habitude de me lever tard. Lorsque Patricia me demandait ce que je comptais faire de ma vie, je lui rétorquais que j'envoyais des CV, mais que personne n'embauchait les quinquagénaires. Un jour, elle m'a même demandé si je m'étais mis à boire. J'ai répondu, un petit verre en fin de journée. C'était un mensonge, mais j'ai vu ses épaules se détendre quand j'ai prononcé ces mots, et j'ai compris que chaque signe de ma défaite représentait une brique de surveillance en moins pour eux. Patricia s'est mise à relâcher son attention. C'est le propre des personnes qui se croient invincibles, elles ne prennent plus la peine de se cacher. Courant février, elle n'hésitait plus à téléphoner dans la cuisine, sans même chercher à baisser le ton de sa voix. Elle découchait 3 fois par semaine. Un soir, elle a débarqué à 23h30, les cheveux trempés. Elle a prétexté une séance de natation avec Arizelli, or son maillot de bain était resté bien au sec dans le placard. J'avais vérifié. Un dimanche, elle a abandonné son sac à main, grand ouvert, sur la table de la salle à manger. Et là, à la vue de tous, trônait la carte de visite d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le divorce et la liquidation des biens. Et lors de la dernière semaine de février, le signe le plus flagrant de tous. Une enveloppe libellée à son nom a atterri dans la boîte aux lettres. Elle provenait d'une agence immobilière,
et contenait une brochure vantant les mérites d'appartements luxueux, situés dans les beaux quartiers de la ville. Ils étaient déjà en train de planifier l'endroit où ils allaient vivre. Pendant ce temps, Alvaro et Lydia œuvraient dans l'ombre, en prenant bien soin de ne jamais utiliser la messagerie de l'entreprise. Lydia, enterrée dans ce vieil entrepôt qu'Hector lui avait assigné en guise de sanction, a mis la main sur un trésor inespéré. Car ce hangar poussiéreux n'était autre que le cimetière des archives de la société. Des montagnes de cartons renfermant les dossiers des 20 dernières années. Et là, au milieu des toiles d'araignée et de la paperasse, Lydia a passé 2 mois à faire ce qu'elle maîtrisait à la perfection, trier et classer des documents. Elle a exhumé les dossiers d'enregistrement des fournisseurs de l'année 2019. Elle a découvert que les 3 sociétés fantômes avaient été enregistrées via des formulaires approuvés par Hector, mais dépourvus du cachet du département des opérations, bafouant ainsi toutes les procédures exigées par le manuel de l'entreprise. Elle a découvert que dans les 3 cas, la validation technique était signée de mon nom. Plus précisément, avec ma signature falsifiée. Lorsque Lydia m'a présenté ces copies, je suis resté pantois devant cette signature grossièrement imitée. Ce n'est pas mon écriture. Je m'en doute bien, et n'importe quel graphologue le confirmera en 5 minutes. Lydia a rajusté ses lunettes. Est-ce bon, ce que tu as sous les yeux est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Il ne voulait pas seulement se débarrasser de toi. Il se servait de ton nom comme couverture depuis plus de 2 ans. Et cela implique que leur seule porte de sortie, c'est de te faire porter le chapeau. Car si tu n'es pas le coupable, la falsification sera automatiquement imputée à celui qui l'a ordonné. Alvaro, de son côté, s'est attelé à la tâche la plus ardue. Sevré de tout accès au réseau informatique, il a épluché des données que personne ne songe à sécuriser, les registres publics. Il a exhumé les statuts constitutifs des 3 entreprises, et c'est là que le détail qui a fait basculer l'affaire a éclaté au grand jour. Luamara, représentante légale, Patricia, ma femme. Transport Del Baggio, représentante légale, Fabiola. Fleet Continental, représentante légale, Fabiola. Mais qui est cette Fabiola, me suis-je étonné. Alvaro a affiché ce sourire si caractéristique des auditeurs. C'est la sœur d'Hector. La boucle était bouclée. 2 entreprises au nom de sa sœur, une au nom de mon épouse, et toutes 3 facturant la même société, avec l'aval du même homme. Avec de telles preuves, nous pouvons filer chez Don Leopoldo sur le champ, me suis-je emballé. Pas si vite. Alvaro a posé son index sur la table. Cela démontre un conflit d'intérêts évident. Cela prouve que ces entreprises sont détenues par sa propre famille. Mais Hector jura ses grands dieux qu'il n'en savait rien. Que sa sœur a manigancé tout cela dans son dos. Et qu'il a approuvé des fournisseurs qu'on lui a présentés de bonne foi. Il faut que l'argent remonte directement à lui. Et il est impératif qu'il paraphe lui-même le renouvellement de ses contrats devant des témoins, en parfaite connaissance de cause. Rendez-vous le 14 mars. Le 14 mars. Puis survint le coup dur qui faillit réduire nos espoirs à néant. Le 6 mars, soit 8 jours avant la réunion fatidique, Alvaro m'a téléphoné à 7 heures tapantes. Je suis viré. Je m'en suis assis sur le rebord du lit. Comment ça? Hier après-midi. Soi-disant une restructuration du pôle d'audit interne. L'entreprise va mandater un cabinet d'experts indépendants pour professionnaliser le service. Il a ricané jaune. Et devine quel cabinet a décroché le pompon? Laisse-moi te le dire. Une boîte qui a bossé main dans la main avec l'entreprise de BTP du beau-frère d'Hector pendant 2 ans. J'ai déjà fait mes petites recherches. J'en suis resté quoi? Nous venions de perdre le seul homme bénéficiant d'une véritable légitimité technique. L'auditeur officiel de la boîte, le seul habilité à se lever devant le conseil d'administration pour dénoncer une malversation, venait d'être ravalé au rang d'ex-employé aigri. Alvaro, c'est foutu, n'est-ce pas? Non, a-t-il rétorqué. Écoute-moi bien, Estabon, car c'est crucial. Sais-tu ce qu'ils m'ont octroyé hier, avec mon solde de tout compte? Quoi donc? Mon accès de sortie de 24 heures au système, pour pouvoir télécharger mes fichiers personnels. C'est une procédure standard de l'entreprise. C'est écrit dans le manuel. Il a marqué une pause. Hector n'a jamais lu son propre manuel. Et qu'as-tu téléchargé? Ce qui m'appartenait de droit. Mes rapports, mes brouillons. Les rapports préliminaires de février et d'août que j'avais soumis, et qu'on m'a renvoyés.
ainsi que les courriels, où l'on m'a intimé l'ordre par écrit de cesser d'éplucher les comptes fournisseurs, pour me concentrer exclusivement sur les entrepôts. Accusé de réception électronique, avec date et nom de l'expéditeur. J'ai fermé les yeux, soulagé. Hector t'a ordonné par écrit d'interrompre ton enquête à 2 reprises, puis il a bloqué tes accès, avant de te licencier, à peine 8 jours avant la réunion annuelle. Alvaro détachait chaque syllabe avec délectation. Estabon, un homme innocent, ne fait jamais ça. Ils croient m'avoir éliminé. Ce qu'ils ont fait en réalité, c'est signer leurs propres aveux. L'après-midi même, nous nous sommes retrouvés dans ce même café. Pour la première fois, nous avons étalé toutes nos cartes sur la table. Les statuts constitutifs mentionnant les noms de Patricia et de Fabiola. Les formulaires d'enregistrement des fournisseurs arborant ma signature falsifiée. Le tableau des surcoûts extraits du manuel, assorti de la sauvegarde automatique sur le cloud de l'entreprise, le tout antidaté. Le relevé bancaire issu de la pochette bleue, attestant du virement de 7 400 € vers un second compte. Les injonctions écrites d'Hector exigeant l'arrêt des audits. Le renvoi de Moise et sa fausse déclaration. La mise au placard de Lydia, l'éviction d'Alvaro. Mais il manquait encore une pièce maîtresse à l'édifice. Le deuxième compte bancaire. Celui qui réceptionnait l'argent. Sans cela, a précisé Alvaro, Hector dispose toujours d'une porte de sortie. Il prétendra que ces sociétés appartiennent à sa sœur et à l'épouse d'un subalterne, et qu'il a été berné par les deux. Et c'est alors que Lydia a posé la question taboue, celle qu'aucun de nous n'avait osé formuler à voix haute. Estabon, jusqu'où es-tu prêt à aller pour confondre ta femme? J'ai fixé ma tasse de café, et je me suis remémoré ces 20 années. Le magasin de vêtements. Les fameux 300 €. Le compte que nous avions ouvert avec. Sa main glissant dans mon dos tous les matins. Et puis, je me suis rappelé cette voix s'échappant du téléphone de mon patron, sous les oreilles ébahies de cette personne. Aussi loin qu'il le faudra, ai-je répondu, car je détenais un secret, que je n'avais partagé avec personne. Un détail repéré 3 jours plus tôt. Patricia devait voyager le 11 mars, soit 3 jours avant la réunion. Elle partait soi-disant pour une retraite spirituelle entre femmes, accompagnée d'Arizeli. Mais le jour même, dans le placard, juste à côté de la fameuse pochette bleue, une petite valise avait fait son apparition. Elle contenait 2 billets d'avion. Et aucun des deux n'était au nom d'Arizeli. Les 2 billets étaient au nom de Patricia et d'Hector. Départ le 11 mars à 7 h du matin, retour le 13 en soirée. 2 jours. Et la réunion annuelle était fixée au 14. Ils avaient décidé de sabler le champagne avant même d'avoir remporté la victoire. J'avais photographié les billets, et j'avais replacé la valise au millimètre près, avec la fermeture éclair entr'ouverte sous le même angle. J'avais appris à réaliser ce genre d'acrobatie sans trembler. Ce soir-là, Patricia s'est montrée plus prévenante qu'elle ne l'avait été depuis 2 ans. Elle m'a concocté mon plat favori. Elle s'est installée près de moi sur le canapé, s'est enquise de ma journée avec un intérêt fin, et a même eu l'audace d'ajouter, « Estabon, une fois que tout ça sera derrière nous, tu rebondiras. Tu retombes toujours sur tes pattes. » Je lui ai répondu, « Je l'espère bien. » C'est amusant. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle avait besoin de se rassurer sur mon sort. Pas par amour, mais pour soulager sa propre conscience. Elle avait besoin de prendre le l'argent se persuadant qu'elle ne m'avait pas anéanti, pour pouvoir roucouler dans son nouveau nid d'amour, sans que mon visage ne vienne hanter ses nuits. Les gens de son espèce ne supportent pas de passer pour les méchants de l'histoire. Ils ont besoin de l'absolution. Et cette absolution, je la lui offrais sur un plateau d'argent, avec ma barbe de 3 jours, et ma mine déconfite. Je lui ai donné toute l'absolution du monde. Ne t'en fais pas, je m'en sortirai, lui ai-je soufflé. Va à ta retraite, et ne te tracasse pas pour moi. Le 11 mars, à 5h30 tapante, je l'ai aidé à descendre sa valise. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte, je lui ai déposé un chaste baiser sur le front, et à 6h15, Alvaro, Lydia et moi étions déjà attablés dans ma cuisine, croulant sous les papiers. Nous avions 48 heures devant nous pour dénicher l'ultime pièce du puzzle, le second compte bancaire. Et nous l'avons déniché dans l'endroit le plus stupide de la Terre. Pas dans le placard, ni dans la fameuse pochette bleue que Patricia avait emportée dans ses bagages. Nous l'avons déniché dans la poubelle de la buanderie, à l'intérieur d'un sac en papier froissé provenant d'une pharmacie, coincé entre 2 tickets de caisse.
Un reçu de confirmation de virement bancaire, édité par un distributeur automatique. Un transfert depuis le compte de Patricia, vers un compte destinataire dont seuls les 4 derniers chiffres et le nom du titulaire abrégé apparaissaient. H, suivi de 2 noms de famille tronqués. Les noms de famille d'Hector. Alvaro a scruté ce bout de papier froissé, comme un médecin analyse une radiographie. Estabon, tu as la moindre idée de ce que c'est? Un reçu. C'est la preuve irréfutable. L'entreprise verse de l'argent à Marina. Marina alimente le compte personnel de ta femme. Et ta femme vire cet argent sur le compte personnel d'Hector. La boucle est bouclée. Elle a jeté un coup d'œil, puis l'a balancé à la poubelle. Car elle pensait que plus personne n'inspecterait cette maison. Lydia s'est adossée au plan de travail, et a expiré bruyamment. C'est gagné. Pas si vite, a tempéré Alvaro. Ce simple bout de papier, sans les relevés bancaires complets, l'avocat adverse n'en fera qu'une bouchée au tribunal. Mais il ne nous servira pas de preuve irréfutable. Il nous servira de boussole. Désormais, je sais précisément quoi réclamer lorsque cette affaire se transformera en instruction judiciaire. Et je sais que ces documents existent. Au cours de ces 48 heures, nous avons monté le dossier. 311 pages, compilé et classé par Lydia, avec cette rigueur toute particulière des professionnels des ressources humaines. Index, chronologie, pièces jointes numérotées, renvoi de page. N'importe quel lecteur ouvrant le document au hasard, en comprendrait les tenants et les aboutissants en moins de 30 secondes. Quant à Alvaro, il s'est chargé de la rédaction des 4 premières pages, le fameux résumé de synthèse. Pas le moindre adjectif, pas la moindre fioriture émotionnelle. Uniquement des chiffres, des dates, des noms, et des montants bruts. Détournement total documenté sur 26 mois, 214 000 euros. 214 000 euros. En découvrant cette somme astronomique couchée sur le papier, j'ai vacillé. Car en 20 ans de vie commune, en cumulant mon salaire et mes heures supplémentaires, j'avais péniblement réussi à amasser sur le compte que nous avions ouvert avec 300 euros, la modique somme de 31 000 euros. Le fruit de toute une vie de labeur. Et eux, ils avaient brassé cette fois ce montant en à peine 2 ans. Pendant que j'épluchais des factures et que j'économisais pour des vacances, que nous ne nous sommes d'ailleurs jamais offertes. Le soir du 13 mars, Patricia est revenue de sa retraite, avec un teint joliment hâlé. Elle m'avait même rapporté une confiserie locale en guise de souvenir. Je l'ai remerciée et je l'ai rangée dans le garde-manger. Alors, cette retraite, lui ai-je demandé. Très ressourçante, a-t-elle gloussé. J'avais besoin de prendre l'air. Ça se voit. Cette nuit-là, elle s'est endormie à mes côtés pour la toute dernière fois de sa vie, et elle l'ignorait totalement. Le 14 mars à 9h pétantes, la grand-messe de présentation des résultats annuels a débuté dans la salle du conseil, au 5e étage. Il m'était impossible d'y assister, étant officiellement en congé, et sur le point de me faire licencier. Lydia était reléguée dans son entrepôt, et Alvaro n'appartenait plus à l'entreprise. Mais nous avions un atout de taille dans notre manche. L'ordre du jour, que Lydia avait subtilement imprimé une semaine plus tôt. Point numéro 4, renouvellement annuel des contrats des fournisseurs de transport. Point numéro 7, nomination du directeur général. Nous avons pris place, tous les trois, à la terrasse d'un café situé juste en face du bâtiment, et nous avons pris notre mal en patience. À 11h40, Alio est sorti griller une cigarette. Emilio, le petit prodige de l'informatique qu'il venait tout juste de promouvoir. Alvaro m'a interpellé du regard. Vas-y. Il refusera de nous adresser la parole, mais à toi, il parlera. J'ai traversé la rue. Alio, en m'apercevant, est devenu écarlate de la racine des cheveux, jusqu'au bout des oreilles. Estabon, je t'en supplie. Je ne suis pas là pour te faire la leçon. Je n'ai jamais rien dit sur toi, je te le jure sur ma vie. Ils ne m'ont rien fait signer. Je le sais bien. Ils se sont contentés de te promouvoir, comme par magie. Il s'est tu, fixant le bout incandescent de sa cigarette. Emilio, j'ai une seule question à te poser, et après je te laisse tranquille. Que se passe-t-il là-haut? Il lui a fallu une bonne vingtaine de secondes pour bredouiller une réponse. Ils ont validé les contrats de transport. Les 3 contrats. Hector s'est chargé de les défendre en personne. Il a plaidé qu'il s'agissait de fournisseurs d'une importance stratégique capitale, et que le département des opérations avait donné son aval technique.
Il a dégluti difficilement. Et il y a une demi-heure à peine, Don Leopoldo a officiellement proclamé Hector au poste de directeur général. J'ai senti mon estomac se nouer, tout en éprouvant un paradoxal sentiment de soulagement. Car il venait de valider, devant l'ensemble du conseil, avec sa propre signature, des contrats liant son entreprise à celle de sa sœur et de ma femme, en s'appuyant sur un audit falsifié, portant mon nom. J'ai salué Alio, et j'allais tourner les talons, lorsqu'il m'a avoué ce que je n'avais même pas osé lui demander. Est-ce bon, il y a encore une chose. Il a jeté des regards anxieux autour de lui. Il y a 2 semaines de cela, ils m'ont sommé de purger les anciennes sauvegardes du serveur. Les emails, les dossiers du service commercial des 3 dernières années. Je me suis pétrifié. Et tu l'as fait? Alio m'a dévisagé, et il a fait une chose que je n'oublierai de ma vie. Il a sorti son portefeuille, et en a extrait, du compartiment à monnaie, une minuscule clé USB. Mon patron m'a ordonné de supprimer les fichiers. Mais personne ne m'a interdit de faire une copie d'abord. Je lui ai arraché la clé des mains, incapable de prononcer le moindre mot. J'étais à cette foutue table, Estabon, à renifler le gamin, les yeux embués de larmes. J'ai entendu la même chose que Moise. Je suis resté muet, pour une augmentation de 400 € par mois. Et je n'arrive plus à dormir depuis 3 mois. Dans l'après-midi, Alvaro a passé au crible le contenu de cette clé USB, sur son ordinateur portable posé sur ma table de cuisine. Le dossier regorgeait de mails, des centaines de mails. Des échanges entre Hector et sa sœur Fabiola, planifiant les fausses factures. Des discussions entre Hector et Patricia. Et puis, un courriel datant d'il y a 14 mois, qu'Alvaro a lu à voix haute, d'un ton monocorde et glaçant. Ne t'inquiète pas pour les validations. Je signerai à sa place. Cet homme ne vérifie jamais rien. Il se contente de compter les camions. Et le jour où il me gênera, je me débarrasserai de lui, et les factures partiront avec lui. Lydia s'est couvert la bouche de ses mains. J'ai fixé l'écran d'ordinateur pendant une éternité. Cet homme ne vérifie jamais rien. Il se contente de compter les camions. Et je suis parti d'un immense éclat de rire. C'était la première fois que je riais de bon cœur en 3 mois. Je riais seul, dans ma cuisine, tandis que mes 2 acolytes me regardaient avec effroi. Estabon, est-ce que ça va? Très bien, ai-je octé. Je viens simplement d'avoir une illumination. Laquelle? Qu'il nous vole depuis 2 ans, en s'appuyant sur la conviction que je suis un idiot. Et maintenant, nous avons besoin qu'il continue à le croire pendant 8 jours exactement. Car le 22 mars approchait à grands pas. C'était la date anniversaire de l'entreprise. Don Leopoldo fêtait le jubilé de la société, à l'occasion d'un grand dîner de gala réunissant l'intégralité du conseil d'administration, les clients les plus prestigieux, ainsi que les familles des cadres. Et Hector devait monter sur l'estrade pour y être solennellement intronisé directeur général. Les 8 jours qui précédèrent ce dîner furent les plus sereins de mon existence. C'est ça qui est fascinant, lorsque le dénouement ne fait plus aucun doute, l'anxiété s'évapore comme par enchantement. Mais nous avons opté pour une approche différente, que de débarquer au dîner comme un cheveu sur la soupe. Alvaro a été catégorique, un scandale en public reste un scandale, ça n'a aucune valeur juridique. Et j'avais déjà payé pour apprendre cette leçon, un téléphone portable à la main. Nous avons donc procédé à l'envers. Le 19 mars, à 3 jours des festivités, Lydia a sollicité une entrevue avec Don Leopoldo. Pas au titre de responsable des ressources humaines, un poste dont on l'avait d'ailleurs dépossédé. Elle s'est présentée comme la femme dévouée, œuvrant pour cette société depuis 22 ans, et ayant recruté plus de la moitié des effectifs actuels. Don Leopoldo l'a reçue à son domicile, par un jeudi après-midi ensoleillé. Nous l'avons accompagnée tous les 3. Je n'ai pratiquement pas ouvert la bouche. C'est Alvaro qui a pris la parole, étalant notre fameux rapport de 311 pages sur la table basse du salon, en prenant soin de placer la note de synthèse en évidence. Les chiffres, les dates, les noms des protagonistes. Don Leopoldo l'a religieusement écouté durant 40 minutes, sans jamais l'interrompre. Un homme de 70 ans, les mains burinées par 50 années passées au volant d'un camion, vêtu d'une chemise tirée à 4 épingles. Quand Alvaro eut terminé son exposé, le vieil homme est resté muré dans le silence pendant un très long moment. Puis, il s'est saisi de l'email que nous avions pris soin d'imprimer. Il l'a lu 2 fois de suite. Cet homme ne vérifie jamais rien. Il se contente de compter les camions.
Et le jour où il me gênera, je me débarrasserai de lui, et les factures partiront avec lui. Il a levé les yeux, et a croisé mon regard. Depuis combien d'années travailles-tu dans mon entreprise, mon fils? 15 ans, dont Léopoldo. Et pourquoi n'es-tu pas venu me trouver plus tôt? Parce que jusqu'à il y a 3 jours, vous l'aimiez comme un fils, et je n'avais absolument aucune preuve concrète à vous fournir. Le vieillard a lentement hoché la tête, a retiré ses lunettes, et s'est massé les paupières avec 2 doigts. Et lorsqu'il a brisé le silence, sa voix s'était brisée. Je l'ai embauché il y a 5 ans. Je l'ai bec et ongles défendu face au conseil d'administration. Il y a 8 jours de cela, je l'ai hissé au rang de directeur général. J'ai monté cette boîte de toutes pièces, avec 2 camions empruntés. Il a posé une main lourde sur l'épais dossier. Et c'est vous 3, les parias de l'entreprise, qui venez sauver les meubles de ma propre maison. Aucun de nous n'a bronché. Que voulez-vous en retour? Alvaro a répondu pour nous 3, rien du tout, dont Léopoldo. Prenez le temps de lire ce rapport, et forgez-vous votre propre opinion. Et c'est là que le patriarche a réagi comme tout homme d'action l'aurait fait. Il n'a pas poussé de hauts cris. Il n'a pas versé de larmes. Il n'a contacté personne d'autre que son avocat, puis un cabinet d'expertise comptable indépendant, avec une consigne claire et nette, audit financier immédiat, avec une ordonnance du tribunal, afin de retracer les comptes des 3 fournisseurs. Avant de nous congédier, il nous a glissé une dernière requête. Le dîner de gala est samedi soir. Je vous y attends tous les 3. Mais dont Léopoldo, je suis sur le point de me faire licencier, me suis-je empressé de lui rappeler. Il m'a fixé droit dans les yeux. Tu es en vacances, mon fils. Et tu vas venir à mon dîner, avec une cravate. Le samedi 22 mars, la salle des fêtes affichait complet. 200 convives, des clients de la première heure, des fournisseurs historiques, le conseil d'administration au grand complet, et leurs épouses endimanchées. Hector trônait à la table d'honneur, à la droite de don Léopoldo. Patricia, quant à elle, était installée 3 tables plus loin, moulée dans une robe de cocktail flambant neuve, pendue au bras de Fabiola. Lorsque Patricia m'a vu faire mon apparition, son sang a quitté son visage. Je me suis approché d'elle pour la saluer, avec une décontraction feinte. Bonsoir, Patricia. Est-ce bon, que fais-tu ici? Je suis invité, figure-toi. Par qui? Par le grand patron. Elle est restée bouche bée. À 21h30 précise, dont Léopoldo a grimpé sur l'estrade. Il a retracé les 50 ans d'histoire de son entreprise. Il a évoqué la mémoire de son défunt père. Il a rappelé l'épopée des 2 camions empruntés. Il a rendu hommage aux petites mains, à ceux qui se tuent à la tâche pour charger les camions dès 5 heures du matin. Toute la salle s'est levée pour l'acclamer. Puis, il a haussé le ton. Il y a 8 jours de cela, j'ai annoncé avec fierté la nomination d'un nouveau directeur général. J'aimerais revenir sur cet événement. Hector, un large sourire aux lèvres, a rajusté le nœud de sa cravate. Il s'apprêtait déjà à se lever. Cette semaine, on m'a remis un rapport accablant. 311 pages. Le vieillard a sorti ses lunettes de vue de sa poche, et les a chaussées avec une lenteur calculée. Et ce matin même, le premier compte-rendu de l'audit financier indépendant, que j'avais personnellement commandité jeudi dernier, a atterri sur mon bureau. Un silence de mort s'est abattu sur l'assemblée. Au cours des 26 derniers mois, cette entreprise a englouti la bagatelle de 214 000 € en rémunérant 3 sociétés de transport fictives. Des camions qui n'ont jamais pris la route. Pour des itinéraires qui n'ont jamais été desservis. Il s'avère que ces 3 sociétés écrans sont enregistrées au nom de la famille et des proches de l'un des dirigeants de cette entreprise. Et pour couronner le tout, les documents attestant de leur prétendue validité technique comportent la signature falsifiée d'un de nos plus anciens employés, en poste depuis plus de 15 ans. Hector, à moitié soulevé de sa chaise, est resté figé dans une posture inconfortable. La nomination est révoquée, a déclaré don Léopoldo, et ce monsieur est suspendu de ses fonctions, avec effet immédiat. La plainte pénale a été déposée hier. J'ai dévisagé Hector. J'ai savouré chaque milliseconde de sa déchéance. J'ai saisi l'instant précis, où il a réalisé que son château de cartes venait de s'effondrer. Ses yeux ont balayé l'assemblée, cherchant désespérément le regard de don Léopoldo, puis celui des membres du conseil. Il cherchait une échappatoire. Puis, par un réflexe de survie animale,
ses yeux se sont posés sur Patricia. Mais Patricia s'était déjà levée, non pas pour lui venir en aide, mais pour prendre la poudre d'escampette. Elle n'a fait que 6 misérables pas. Car à l'entrée de la salle, 2 avocats de l'entreprise l'attendaient de pied ferme, une assignation à comparaître à la main. Loi Mara, représentante légale. Elle était poursuivie pour fraude et blanchiment d'argent, en son nom propre, et par sa propre signature. Et c'est là, devant 200 personnes stupéfaites, que mon épouse a hurlé cette phrase, qui résumait à elle seule nos 20 années de vie commune, « J'ai seulement signé ce qu'il m'a dit de signer ». Hector, fou de rage, lui a répondu depuis la table d'honneur, « Personne ne t'a forcé à encaisser les chèques ». Ils se sont écharpés en public, sous les yeux ahuris de l'assistance. Pendant ce temps, bien calé au fond de la salle aux côtés de Lydia et Alvaro, je n'ai pipé mot. Je n'ai ressenti aucune joie. Je vous le dis honnêtement, j'ai éprouvé une tristesse immense, et très ancienne, semblable à celle que l'on ressent, lorsqu'on enterre quelqu'un qui est mort depuis bien longtemps. La suite des événements s'est enchaînée à une vitesse fulgurante. Hector a tout perdu. Son poste de directeur, son emploi, sa maison lourdement hypothéquée, et sa liberté dans l'attente de son procès. Fabiola, sa propre sœur, a négocié un accord avec la justice, et a témoigné à charge contre lui. Elle a avoué qu'il l'avait corrompu, en échange d'une commission sur les bénéfices. Le fameux second compte a fini par livrer tous ses secrets, confirmant que 170 000 € sur les 214 000 détournés y avaient atterri. Patricia s'est retrouvée sur la paille. Le divorce par consentement mutuel qu'elle m'avait soumis, je l'ai jeté aux oubliettes. Avec cette condamnation pénale pendant au-dessus de sa tête, la maison familiale et nos économies ont été sanctuarisées, un juge ayant statué que les fonds qu'elle avait manipulés ne relevaient pas du régime de la communauté des biens, mais bien du recel de blanchiment. Elle a écopé d'une peine de prison avec sursis, en échange de ses aveux complets. Elle a dû se résoudre à emménager dans un studio miteux avec Arizelli, qui s'est empressé de la mettre à la rue 3 mois plus tard. 1 an plus tard, le hasard a voulu que je la croise au supermarché. Elle avait fondu, et semblait négligée. Elle m'a imploré de lui accorder 5 minutes. Est-ce bon? Je n'ai jamais souhaité qu'on en arrive là. Je lui ai rétorqué l'unique chose que j'avais sur le cœur, « Patricia, tu ne m'as pas trahi lorsque tu as couché avec lui. Tu m'as trahi, lorsque tu as apposé mon nom sur ces papiers. » La première chose arrive à beaucoup de gens. Mais la seconde, il faut s'asseoir et la planifier. J'ai tourné les talons, et je ne l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Dont Léopoldo m'a propulsé au poste de directeur logistique, 3 semaines à peine après cette soirée d'anniversaire. Cette fameuse promotion, qu'Hector avait réussi à me sucrer pendant 3 ans. Et il y a 8 mois, il m'a nommé directeur des opérations. La toute première décision que j'ai prise en endossant mes nouvelles fonctions, a été de convoquer Moise, et de lui restituer son emploi, en reconnaissant l'intégralité de son ancienneté. Et j'ai pris un malin plaisir à déchirer la lettre de licenciement qu'Hector lui avait fait signer sous la menace, sous ses yeux ébahis. Il s'est mis à pleurer comme un enfant dans mon bureau. Alvaro dirige d'une main de maître le département d'audit interne, et ne rend plus de compte qu'au conseil d'administration. Fini le supérieur hiérarchique qui lui interdisait de farfouiller là où ça fait mal. Lydia a repris les rênes des ressources humaines, avec pour mission supplémentaire de passer au crible chaque nouveau dossier fournisseur. Alio est resté fidèle au poste, à la maintenance informatique. Je ne l'ai jamais licencié, et je ne lui ai jamais jeté cette augmentation de 400 € au visage. Ce gamin a conservé une copie lorsqu'on lui a ordonné de tout supprimer, et cette simple décision de 30 secondes a sauvé 3 familles. J'ai mis la maison en vente, pour faire l'acquisition d'un petit appartement doté d'une terrasse, où je cultive désormais des plantes. Le dimanche, j'invite Moise et ses enfants à déjeuner, et ces derniers m'appellent « tonton ». Et depuis 4 mois, je fréquente une femme rencontrée au travail. Sans précipitation, sans promesses mirobolantes. À 50 ans, un homme ne fait plus de promesses, il agit et il prouve. Et chaque année, lors de la traditionnelle fête de fin d'année de l'entreprise, je sacrifie au même rituel. Je lève mon verre, et j'adresse un toast silencieux à cet homme qui a eu la mauvaise idée d'oublier son téléphone portable sur une table. Car je suis entré dans cette pièce comme un homme qui faisait confiance par peur de regarder la vérité en face, et j'en suis ressorti comme un homme qui ouvre les yeux, même quand cela fait mal. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce récit, et que vous estimez qu'Estabon a fait le bon choix en gardant le silence ce soir-là, écrivez le mot « dignité » dans les commentaires.